salut Delpega. Alors pour ceux qui te découvrent, qui est Delpega? Ok, Delpega, et le Black JLP, et Zama, Imeberek, et 4+2, et Nzenx Terminator, tu vois. Delpega, c'est un jeune Gabonais, artiste, rappeur, auteur, compositeur, tu vois un peu, et qui démarre le hip-hop en officiellement en 2016, tu vois. Il démarre en 2016 officiellement, et en 2018, il sort un EP, Éclosion. Bakuma warna me bantali akali nyingi srabi de ma diga tani ngoli si jinti abjali dibabi wa mangadi kamanga boko zokfeli ba ngong de mazali shishin tanga ukongwa me kabali bali dvingo de nyama kali kali chuku dengonde la coutume bali azam je fais le changer les bacs, je suis plus au bon, c'est pas parce que tu fumes le dac que tu es bon. Mon arrivée a étouffé le game, il ne respire plus mais le pouls est bon. Qu'on me laisse tranquille, j'ai pas de camp, je rate des guerres, j'écris des plans, mon Dieu, c'est toi qui m'as plongé dedans. Envie de pioncer mais pas le temps. Je deviens allemand quand je rate du coup. Appelle-moi le Black Staline, me mettre avec eux, c'est les plonger au lac. D'un coup, tu te caches, mais en octaline. M'attraper, c'est pas vrai. Même dans les bacs, je cours que les wax s'alignent. J'ai la machette dans la gorge et les thunes. À chaque feed, je passe la ligne. Je suis fatigué de menaces pudiques. Je vous ramène à l'âge du kick. Let's get it. Bon. Ah ouais, là tu t'es changé là. Ouais, on va être beau. Ouais, tranquille. Voilà. On démarre l'interview. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Ahmad Sparkle? Ahmad Sparkle, je suis coach de basket à l'école de René Descartes en catégorie minime, cadette et junior. Je suis aussi président de l'association Teiko. J'ai 24 ans, je suis de nationalité libanaise gabonaise et je suis passionné du basket quoi. Alors on te sait amoureux du basketball, comment es-tu tombé dans ce sport? En fait, ça décart, peut-être que j'étais en 4e, ils ont construit un terrain de basket. Et quand ils ont construit le terrain de basket, bah, tout le monde, nous tous, on est allé dans le basket. On est allé dans le basket et puis après, bon, j'ai regardé aussi quelques matchs de basket et tout. Donc du coup, ça m'a tenté en fait. J'ai essayé comme on dit, on essaye toujours. Étant à l'école, comment ça s'est passé avec ce terrain-là? Comment les jeux, les ligues, matchs s'est passé en fait? C'était nul, c'était bon. C'était bien, mais j'étais nul en fait. J'avais l'appelé de commencer. Du coup, il y avait la bonne atmosphère. Et puis, c'était les gars de l'école, c'était pas des gars de l'extérieur. Les gars de l'extérieur n'avaient pas le droit de rentrer dans l'école.
Du coup, c'était entre nous-mêmes, on se connaissait. C'était des frangins avec qui on avait commencé depuis la 6e. Des frangins qui venaient aussi à peine d'arriver, mais dont les rapports étaient bien, quoi. Donc, il n'y avait jamais d'embrouille. Bon, c'est vrai que tu sais que sur un terrain de basket, on se trash toujours. On veut toujours prouver. Après, il y avait aussi les petites nanas à côté. On voulait se faire voir, mais voilà, quoi. C'est un peu ça. On a tous commencé presque en même temps. C'est vrai qu'il y avait des gars qui avaient déjà commencé depuis... Enfin, qui jouaient un peu. Genre, mais pas vraiment des professionnels, quoi. Il n'y avait aucun professionnel à Descartes, aucun. Il y avait juste des amateurs. On a tous commencé en même temps. C'était comme ça. Alors comme je l'ai dit en prélude, tu es l'un des meilleurs meneurs au Gabon dans ce sport qui est le basketball. Raconte-nous un peu tes débuts. Comment l'aventure a-t-elle commencé? Très difficile. C'était très difficile parce que, en gros, j'avais un truc comme 1m56, 1m58. Du coup, c'était très dur pour moi de jouer au basket. Mais j'ai dû vraiment travailler beaucoup pour avoir le niveau actuel que j'ai en ce moment. Et je suis passé par beaucoup de coachs qui m'ont conseillé aussi. Donc les débuts étaient difficiles. Et puis il y avait aussi des gars à Descartes qui étaient grands. Sans parler que nous, à l'époque, quand on était en 4e, on jouait contre les gars de terminale. On jouait contre les gars de terminale première. Et il y avait des grands de 2 mètres, 2 mètres 2. Donc c'était un peu compliqué pour moi. C'était l'instinct en fait. C'était genre... quand je regardais un truc à la télé, je reproduisais ça seulement sur le terrain. Bonjour Olivia. Alors pour ceux qui te découvrent, qui est Olivia Obon? Je m'appelle Obone Sono Benedi. Je suis une contorsionniste gabonaise et je reste à Bikele. Comment as-tu découvert la contorsion? J'ai découvert la contorsion grâce à la page de Jaurès Kombila. J'étais connectée dans ma chambre et j'ai visité sa page en fait et j'ai vu ce qu'il pratiquait. Et qu'est-ce qui t'a plu en regardant ces photos et ces vidéos? Il est vraiment fort, il est très fort. J'ai eu cette motivation en fait de pratiquer son art. Peux-tu nous raconter tes débuts dans la contorsion? Au début, je faisais d'abord la gymnastique. Okay. Je faisais d'abord la gymnastique avec ma petite sœur Luca. On faisait de la gymnastique à la maison. Elle m'aidait à faire mes entraînements. On faisait des petites sorties en fait. On partait faire des photos. Maintenant, un jour, j'étais assise sur mon lit et j'ai vu une photo de Jaurès Kombila. Il avait son pied au cou et il était debout. Et lorsque j'ai vu ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai aussi pris mon pied et j'ai mis ça par le derrière et je me suis levée. J'ai dit oh, donc je suis capable aussi de faire ce que Jaurès Kombila pratique. Et je suis allée sur Facebook, aller l'écrire. J'ai dit ah voici, j'ai essayé de reproduire ta figure que tu as fait sur Facebook. Il était content, il a dit il n'y a pas de problème, on va commencer à travailler ensemble. Donc j'ai laissé la gymnastique avec ma petite sœur, j'ai continué maintenant avec Jaurès. Comment définis-tu la contorsion? La contorsion, c'est un art, le fait de jouer avec son corps, casser le bras. En fait, c'est un niveau un peu plus élevé que la gymnastique parce qu'on peut faire beaucoup de choses en fait. On peut se tourner son bras, casser son bras, mettre son pied par le derrière. Et ce niveau-là est plus élevé que la gymnastique.
Salut. Comment tu vas? Bien et toi? À forme. Parfait. On est avec toi pour que tu nous expliques un peu sur ton activité, ce que tu fais au quotidien. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Déjà, je te souhaite bienvenue à l'atelier Nyanga. Bienvenue. C'est bon. Donc on a en face de nous une représentation. Effectivement, ça c'est la matériothèque de l'atelier Nyanga. C'est là où on représente l'ensemble des matériaux qu'on fabrique à l'atelier. Ok. Donc on a des revêtements de murs, des revêtements de sol. Comme tu peux voir ici, ça c'est un revêtement de sol en noix de palme. Là tu as la noix de palme également en plainte. Okay. Et on fait également des prises murales en coque de noix de coco et des interrupteurs en noix de coco. Là ce que tu vois c'est une enseigne en noix de palme. Okay. Voilà. Et en haut on a une balustre en noix de coco. C'est un coffrage perdu. Alors il faut savoir que l'atelier Nyanga c'est un peu un laboratoire. Hein. Les matériaux qu'on fabrique, on les met en œuvre et on les teste, on les met à l'épreuve du temps. Là, je suis en train de travailler sur un stylo Nyanga, un stylo en noix de coco, en noix de palme, en noix de raffia. Donc là, je vais vous présenter des objets avec lesquels nous on fabrique des stylos, quoi. Il y a des pièces aussi qu'on a créées dans la noix de coco, et ces pièces-là. Donc tout d'abord, avant de concevoir un stylo, il faut d'abord, avant tout, sélectionner la matière, parce qu'on travaille avec les cocos plus épaisses, puisqu'il y a des cocos un peu fines. Donc on travaille avec les cocos plus épaisses pour ne pas avoir, pour avoir une bonne régularité au niveau de la prise, quoi. Donc là, avant tout, il faut d'abord, on trouve d'abord la coco, d'accord. On fait d'abord des pièces rectangulaires, après on fait avec un foret de 8 pour avoir un trou qui pourra être pour faire l'entubage. Donc l'entubage, on fait l'entubage avec la matière à lu pour qu'elle ne puisse pas s'oxyder, quoi. Donc on utilise, comme disait Pat tout à l'heure, on utilise des matériaux recyclés. Comme là, on a par exemple là l'antenne de télévision, beaucoup le savent, hein, beaucoup utilisent l'antenne de télévision. Donc nous après on recycle cette antenne là, puisqu'elle ne s'oxyde pas, donc c'est idéal pour nos stylos, quoi. Et donc l'entubage c'est fait avec cette antenne là. Donc après l'entubage, on va obtenir cette finition là qui n'est pas totalement finie. Donc là il manque le ponçage, mais à partir de cette finition, je vais vous dire que la particularité dans le stylo normalement c'est sa mine. Le stylo Nyanga c'est sa mine. Donc la mine est faite avec la noix de palme. Donc on choisit une partie un peu plus on choisit une partie de la noix de palme. Et donc cette partie c'est ce bout là que vous voyez ici. Donc on prend, généralement on prend cette partie là. Hein, pardon. Donc on prend cette partie là pour faire sortir la mine. Et après la mine, comme on est toujours dans le recyclage, on recycle aussi les tubes de colle, puisqu'on travaille avec la colle. On colle ces parties là avec la colle forte et on récupère les fermoirs de colle pour faire les fermoirs de nos stylos. Donc on est toujours dans le recyclage. Donc là, la mine est ajustée avec la mine de noix de palme est ajustée avec le tube, le fermoir en tube de colle et celui qu'on va venir faire le fermoir. Vous voyez. Donc là vous avez le fermoir ici. Donc là quoi. Voilà. Donc là on est toujours en train de travailler, c'est pas encore ajusté. Mais en un mot, disons c'est ça quoi. Voilà. Et après ça, on passe au ponçage pour avoir une finition plus agréable. Donc le ponçage se fait avec le papier à poncer, le papier de verre, qu'on utilise plusieurs grammages, donc commençant du plus gros grain au grammage le plus fin, quoi. Donc on utilise le 60, le 120, le 180, comme vous pouvez voir là. Et pour avoir une finition plus nette, on utilise le 1000 pour avoir une finition lisse, quoi. Et ensuite on passe au lustrage. Le lustrage, c'est une étape qui donne un peu la clarté à la noix en fait. Donc le côté plutôt charnel. Donc on l'obtient avec le ponçage au lustrage, allais-je dire. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse avoir une finition plutôt agréable au toucher
Et voilà quoi. Et je voulais revenir sur une partie que j'ai oublié de mentionner dans mes explications. La partie ergonomique en fait du stylo. Parce que nous, on a réussi à faire que nos stylos soient ergonomiques, puissent s'adapter à différentes mains. Donc, on essaie un peu là, c'est parce que le stylo n'est pas encore totalement fini. Sinon, dans la logique des choses, nous, on fait toujours le stylo en tenant compte toujours de l'ergonomie. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, comme vous voyez, je suis en train de finir faire la partie du ponçage. Donc voilà quoi. Donc ça c'est un petit dessin que j'ai préparé pour vous. Pour gagner du temps, j'ai effectué ce qu'on appelle les crayonnés, c'est-à-dire les croquis initiaux au crayon sans appuyer. Vous voyez un peu la forme grossière. Bien entendu, devant vous, je vais finaliser ce dessin, ensuite l'ancrer et vous verrez... Tu peux continuer à expliquer chaque étape. Je peux voir parce que chaque étape. Voilà donc le dessin fini. Bon, pas fini, il manque la couleur, mais là il est totalement fini en noir et blanc. Et normalement un manga, c'est là l'étape finale. Oh yo. Yo, ça dit quoi? On dit quoi? On est là tranquille. Ça va, tranquille. On est là avec toi pour que tu nous fais découvrir un peu ton univers en mode studio et tout comme ça. Bah, bienvenue à We Upgrade, ici sur le sanctuaire, sur le dôme. Donc voilà, tranquille. Donc tu nous diriges vers le studio? Il n'y a pas de souci. On passe par ici. Un studio We Upgrade, en tout cas. Bienvenue. Donc c'est ton univers ici. Voilà, ici c'est mon sanctuaire, c'est mon dôme. C'est où je travaille, c'est où j'ai commencé, c'est où j'ai connu mes premiers succès avec beaucoup d'artistes aujourd'hui. Voilà quoi, c'est ma fierté en un mot. Merci. Alors pour ceux qui te découvrent, qui est Psycho the Beatmaker et pourquoi cette appellation?
Bah, Psycho, c'est à la base un jeune rappeur qui a commencé à faire du rap, passionné de musique. J'ai fait de ça, bon, je fais de la musique, c'est carrément mon passe-temps, mon travail. Je me suis focalisé là-dedans. J'ai commencé dans le rap et après je suis rentré dans le beatmaking parce que de base, lorsque j'écrivais des sons, j'avais toujours des musiques imaginaires dans ma tête. Et après, je me suis posé la question, comment peut-on faire pour transposer ces musiques-là? Et voilà quoi. Donc, j'ai fait des studios. Et c'est en particulier à Baobab, c'est particulièrement à Baobab Studio que j'ai rencontré deux grands moi, Keb et Big Dollar, qui m'ont montré le beatmaking. Donc là, je suis sur un projet que j'ai avec Anelka. L'entente s'est fait vraiment facilement parce que j'ai fait la prod, j'envoie au grand, le grand m'a dit « Oh petit, toi, laisse ça faire, allons au studio, on sort ça ». Donc c'est un peu ça, là j'ai les prises de voix et j'ai aussi la prod elle-même, elle est là. Bon, je vais mettre la prise de voix avec la prod. Je sais pas si vous l'entendez. C'est moi qui fais la prod. Bon, l'enregistrement s'est fait, bon, voilà, en temps normal, c'était mollo, c'était calme, on s'est enjaillé. Voilà, parce que le grand lui-même, il est chaud, vous voyez. Anelka, c'est un grand, lui, ça ne dort pas. Go, c'est go. Donc, et puis on a travaillé, j'ai fait la prod la nuit. On s'est retrouvés ici au studio, même le lendemain. Et on a fait le son tout sur place, on n'a pas écrit, on a fait tout ici, on a fait le refrain, on a fait le couplet, on a fait tout. Et après voilà, et puis c'est un peu ça. Donc voilà. Là c'est mon couplet. Yo la famille, c'est Jay, c'est le chef du coup feu, artiste, producteur, beatmaker. J'étais dans l'émission Exprime ton talent sur d'avant-première, Mafia 241, que le chat.